La leucémie aiguë, ouais, c'est un terme qui peut impressionner, qui peut même faire un peu peur. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. L'idée, c'est de rendre ce sujet complexe beaucoup plus simple et compréhensible pour tout le monde. Allez, on y va. Alors voilà le programme pour y voir plus clair. On va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va définir ce qu'est la leucémie aiguë. Ensuite, on se penchera sur ses origines possibles. Troisième point, les signes et symptômes à connaître. Puis, comment les médecins arrivent à poser un diagnostic. Et enfin, on terminera sur les différentes options de traitement. Un parcours complet pour tout comprendre. Bon, première étape, qu'est-ce que c'est au juste la leucémie aiguë? Pour faire simple, imaginez que notre corps est une immense usine. Et dans cette usine, il y a un atelier spécialisé dans la production de cellules. Eh bien, la leucémie aiguë, c'est quand cet atelier se dérègle complètement et se met à fabriquer à la chaîne, sans aucun contrôle, des cellules qui sont totalement défectueuses. Ok, pour rentrer un peu plus dans le détail technique, la leucémie aiguë, c'est un cancer du sang. Le problème se situe au cœur de notre usine à cellules sanguines, la moelle osseuse. C'est là que tout se joue. Elle se met à produire à une vitesse folle des globules blancs qui ne sont pas finis, pas matures. On les appelle des lymphoblastes. Et le gros problème, c'est que ces cellules anormales se multiplient tellement qu'elles finissent par prendre toute la place, étouffant les cellules saines dont on a absolument besoin pour vivre. La question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que cette usine, notre moelle osseuse, se met à dérailler comme ça? C'est la grande question des origines. Et on va le voir, il n'y a pas une réponse unique et simple. La science a plutôt identifié une liste de suspects potentiels. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un coupable unique. C'est ça qui est compliqué. Les facteurs de risque, les déclencheurs, sont assez variés. Ça peut être lié à certaines infections virales, à une exposition à des produits chimiques ou encore à des radiations. Et parfois, la cause est à chercher du côté de la génétique, avec des anomalies sur les chromosomes. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas une seule chose, mais plutôt une malheureuse combinaison de plusieurs facteurs. Maintenant qu'on a vu les causes possibles, voyons les conséquences. Comment est-ce que le corps nous alerte? Quels sont les signes? Il faut savoir que les symptômes ne sont pas du tout désordonnés. En général, ils s'organisent en 3 grands groupes bien distincts, ce qu'on appelle des syndromes. On va les passer en revue un par un. Le premier groupe de signes, c'est vraiment le plus courant. C'est la conséquence directe de la panne de notre usine. La moelle osseuse est tellement submergée par les mauvaises cellules qu'elle n'arrive tout simplement plus à faire son travail de base, produire les cellules saines et vitales. Et ça a des conséquences logiques, c'est une vraie réaction en chaîne. Par exemple, s'il n'y a plus assez de globules rouges, eh bien on a ce qu'on appelle un syndrome anémique, une grande fatigue, une pâleur. S'il manque des plaquettes, qui sont là pour la coagulation, ça déclenche un syndrome hémorragique, avec des saignements ou des bleus qui apparaissent facilement. Et enfin, s'il n'y a plus assez de bons globules blancs pour nous défendre, c'est le syndrome infectieux. On attrape des infections à répétition. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas à la panne de production. Ces cellules cancéreuses, elles s'accumulent. Et que se passe-t-il quand elles s'accumulent en grand nombre à certains endroits? Elles finissent par former des masses. Et ça, c'est le deuxième grand syndrome, le syndrome tumoral. Concrètement, cette accumulation a des effets très visibles. Les cellules malades s'entassent dans les ganglions lymphatiques qui vont gonfler, pareil pour la rate ou le foie, qui peuvent augmenter de volume. Et dans certains cas, elles peuvent même s'infiltrer à l'intérieur des os, ce qui provoque des douleurs intenses et peut même les fragiliser. Et on arrive au troisième et dernier groupe de signes. Ça, c'est quand la maladie passe un cap et devient, on peut le dire, invasive. Les cellules leucémiques ne se contentent plus de la moelle osseuse ou des ganglions. Elles partent littéralement à la conquête d'autres territoires du corps. Et cette capacité d'infiltration est vraiment impressionnante. Par exemple, les cellules peuvent traverser la barrière qui protège le cerveau et causer ce qu'on appelle une infiltration neuroméningée, avec des symptômes comme une paralysie faciale. Elles peuvent aussi s'installer dans les testicules ou encore former des petites boules, des nodules, juste sous la peau. Un autre signe, parfois spectaculaire, c'est un gonflement très important des gencives. Ok, on a vu une liste de symptômes possibles qui est assez longue. Alors la question c'est, comment les médecins font-ils pour être certains du diagnostic? Face à tout ça, l'observation ne suffit pas. La confirmation, la certitude, elle vient du laboratoire, avec des analyses bien spécifiques. Le processus se déroule en général en 2 temps. Étape 1, une simple prise de sang, une numération formule sanguine. Souvent, c'est elle qui tire la sonnette d'alarme parce qu'elle va révéler des anomalies, comme une anémie ou un manque de plaquettes. Mais ça ne suffit pas. Pour avoir le mot de la fin, il faut aller voir directement à la source du problème, dans l'usine. C'est l'étape 2, le myélogramme. On prélève un tout petit peu de moelle osseuse. Et c'est cet examen qui va non seulement confirmer le diagnostic, mais aussi donner la carte d'identité précise de la leucémie.
Et là, le myélogramme nous livre une information qui est absolument cruciale. De quel type de leucémie aiguë s'agit-il? Parce qu'il y en a principalement deux. D'un côté, la leucémie aiguë lymphoblastique, qu'on abrège en LAL. Elle est très fréquente chez les enfants et elle est souvent associée au fameux syndrome tumoral. De l'autre côté, on a la leucémie aiguë myéloblastique, la LAM. Elle, on la retrouve plus souvent chez l'adulte et en général, il n'y a pas de syndrome tumoral. Et savoir si c'est une LAL ou une LAM, c'est fondamental parce que la stratégie de traitement va être complètement différente. Bon, le diagnostic est posé, on sait exactement à quel type de leucémie on a affaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut voir le traitement comme une bataille qui va se jouer sur deux fronts en même temps. Une approche à deux volets. Alors, le premier front, c'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. L'idée, c'est de gérer les conséquences de la maladie, de soutenir le corps qui est affaibli, on va corriger l'anémie avec des transfusions de sang, gérer les saignements avec des transfusions de plaquettes, et bien sûr combattre les infections avec des antibiotiques. Ça, c'est pour le soutien. Et puis il y a le deuxième front, l'attaque, le traitement curatif. Là, l'objectif est clair, attaquer la maladie à sa racine, éliminer les cellules cancéreuses. Et pour ça, l'arme principale, c'est la chimiothérapie. C'est vraiment important de comprendre cette dualité. Soutenir le corps, c'est essentiel, c'est vital. Mais le traitement qui vise la guérison, celui qui s'attaque directement à la cause du problème, le cœur du réacteur, si on veut, c'est la chimiothérapie. Il faut savoir que cette double approche combinant le soutien et l'attaque a radicalement changé le pronostic de ces maladies ces dernières décennies. Les progrès sont immenses. Ce qui nous amène à la question finale, une question ouverte sur l'avenir. Quelle sera la prochaine grande étape? La prochaine révolution dans le traitement des leucémies? On entend parler de thérapie ciblée, d'immunothérapie. Une chose est sûre, la recherche, elle, ne s'arrête jamais.